Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 93 du Temps d'arrêt. Très heureux de recevoir Mathieu Paradis du TSLH Podcast. Ça va bien, Mathieu? Ah oui, ça va très bien, toi, Étienne. Ça va super bien. Juste rappeler aux gens que TSLH est depuis 2 ans sur Patreon. C'est la deuxième année. Donc, pour écouter les épisodes en exclusivité, en live, et d'avoir justement accès à ces épisodes-là avant tout le monde, et aussi avoir accès à une multitude de forfaits et offres super intéressantes pour approfondir vos connaissances sur les prochains espoirs de la Ligue nationale. Vous offrez plusieurs packages très, très intéressants. Donc, si ce n'est déjà fait, j'encourage nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil aux différentes offres Patreon. Là, vous offrez tellement de belles choses variées aussi à prix super modique. Donc, une belle offre que TSLH peut faire. Ça fait un petit cadeau vraiment pas cher à quelqu'un pour ce temps des fêtes. Très heureux, Mathieu, de conclure l'année, le dernier épisode du podcast de l'année 2024 avec toi et encore plus heureux de parler du championnat du mondial junior qui est à venir. On est à quelques jours de Noël, donc du début du traditionnel 26 janvier où est la date de commencement du tournoi qui cette année se déroulera à Ottawa. J'imagine que comme tous les amateurs d'esport, tu dois être fébrile encore une fois cette année. Ouais, ben c'est un classique du temps des fêtes, tu sais, puis on rentre surtout dans les années où, personnellement, j'ai commencé à regarder ces espoirs-là, tu sais. Attentivement, oui. Exact. Fait que, tu sais, c'est des gars qu'on a suivis depuis leur année repêchage. Fait que c'est plaisant de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur développement, euh, comment ils vont, euh, comment ils vont performer dans une compétition comme telle. Fait que c'est le fun d'avoir un espèce de suivi versus ces gars-là qu'on avait observés à 17 ans, que maintenant, ils terminent leur stage junior avec une compétition internationale comme le championnat mondial junior, là. On va parler en long et en large de cette équipe canadienne, aussi du groupe dans lequel ils se trouvent pour parler un petit peu des autres équipes qui se trouvent dans ce tournoi et des attentes qu'on va avoir pour cette édition-ci. Le Canada entreprend le tournoi 2025 avec beaucoup de pression pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut venger l'échec de 2024, une défaite aux mains des Tchèques en quart de finale. Mais aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais cette année, je trouve que le processus de sélection a été passablement discuté, remis en question. C'est toujours le cas, là. Chacun a toujours un peu son grain de sel à mettre. Mais cette année, je ne sais pas si c'est à cause du bassin qui était vraiment gros de joueurs de 19 ans, de 18 ans, mais aussi de joueurs non repêchés. On a laissé beaucoup de joueurs de qualité. On se sera question un petit peu plus tard. Mais depuis la sélection vendredi, il y a presque il y a 2 semaines, on a vu quand même beaucoup de gens s'indigner d'un petit peu du fait que certaines personnes ne soient pas là. Parle-nous un petit peu de la manière, toi, que tu as perçu justement ce processus de sélection, encore une fois, alors qu'on a laissé peut-être la plus grosse surprise, alors qu'il avait connu un bon camp, là, Beckett Seneke, qui, à 18 ans, n'a pas fait l'équipe, mais pourra se reprendre l'année prochaine. Ah, ben, c'est souvent fâchant de voir ces espoirs-là qui sont repêchés durant l'été, puis qu'au final, avec Team Canada, on n'est pas capable de percer l'alignement. Tu sais, c'est une surprise, oui, parce que Seneca, il y a eu un bon camp, mais
d'un autre côté, tu sais, combien de fois des espoirs de 18 ans ont été laissés de côté au profit de Ouais. joueurs plus vieux? Puis, tu sais, ces gars-là vont avoir la chance de se reprendre l'année prochaine. Euh, Puis j'ai l'impression aussi, puis ça, c'est vraiment une impression personnelle, c'est même pas par rapport aux joueurs qu'on voit sur l'alignement présentement, mais je pense que le contenu espoir que les gens ont accès, tu sais, c'est vraiment de plus en plus. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu Ouais. espoir. Les Les gens gens sont sont plus plus au fait. informés, exactement, sont plus informés sur les C'est espoirs vrai. euh, lors des années repêchage. Fait que je pense qu'on s'attache beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aux espoirs que ce qu'on pouvait le faire dans les années Bon point. passées. On les a vus, puis C'est ça. On les a vus, on a vu des profils, on a entendu des podcasts parler d'eux. Fait que je pense que la surprise est comme décuplée quand des gars comme ça se font retrancher parce qu'on s'attache un peu à ces joueurs-là, mais si on se ramène à la base, si on reste vraiment de façon réaliste, c'est pas nouveau, tu sais, que Team Canada fait des sélections comme non, ça. Tu sais, on parle de Seneca, mais on parle de Michael Age, mettons, qui a pas eu pas été d'invitation invité. au camp. Puis, tu sais, c'est très fréquent qu'un joueur évoluant aux États-Unis, qui n'a pas fait le U18, qui n'a pas fait le Linka, qui n'a pas été dans la sphère d'Hockey Canada, c'est très fréquent qu'il soit boudé au championnat mondial junior. Fait que, tu sais, est-ce que Age va se reprendre l'année prochaine? Moi, je pense que oui. Tu sais, il va avoir une bonne, il est Ouais. bien parti pour avoir une bonne saison, mais c'est pas une surprise en soi que des gars comme ça n'aient pas fait l'équipe. On mentionne souvent que c'est un tournoi de 19 ans. J'ajouterais que c'est plus souvent pour le Canada un tournoi de 19 ans. On peut remettre la recette en question. On reste que le Canada a gagné plus souvent qu'autrement dans les dernières années. On le verra avec la formation américaine, mais on est un petit peu moins dans les dernières années gêné d'aller chercher ces gros joueurs talentueux-là de 18 ans. L'année passée, on avait plusieurs joueurs de 18 ans chez les Américains qui ont eu un impact important. Bon, sont nombreux à être de retour. On s'y penchera un petit peu plus lorsqu'on analysera la formation américaine. Allons-y avec cette formation canadienne. On est allé avec un groupe qui est quand même assez garni. On a pris un attaquant, un défenseur et on arrive souvent avec trois gardiens, mais on est arrivé avec 25 joueurs. C'est souvent la recette lorsqu'on va en Europe pour avoir accès à des joueurs plus rapidement. Même là, on a décidé d'avoir un bassin plus grand cette année. C'est chaque équipe, en fait. Euh, la compétition, comme mentionné, se déroule à Ottawa, mais ça va faire en sorte qu'avec 14 attaquants, on va avoir un joueur qui n'est pas en uniforme à chaque match du côté de l'attaque, la défense et des gardiens de but. Dans ces 14 attaquants sélectionnés, seulement 6 mesurent 6 pieds et plus, donc c'est quand même assez frappant comme, euh, comme statistique, alors qu'on cherche souvent à être gros du côté de l'équipe Canada. On se va dans une autre tangente, c'est intéressant. 7 choix de première ronde, un attaquant éligible au repêchage de 2025 et un autre de 2026. On va se lancer dans l'analyse de cette équipe en regardant un petit peu les combinaisons qu'on a vues depuis le début du camp d'entraînement. On a eu le premier match préparatoire hier contre la Suisse, une dominante victoire du Canada par la marque de 7-1. Allons-y avec l'unité première, celle de Bradley Nadeau, Callum Ritchie et Easton Cowan. Nadeau a joué cette année dans la AHL, 15 points en 22. Il a été un petit peu plus, ça a été un petit peu plus difficile dernièrement, mais il joue quand même dans les professionnels à 19 ans. Callum Ritchie, nommé assistant capitaine de cette formation-là, a joué quelques matchs avec l'Avalanche. Euh, il joue présentement avec les Generals d'Oshawa. Finalement, Easton Cowan, un vétéran de cette équipe, était présent en 2024. Production un petit peu moindre cette année par rapport à l'an passé, alors que ça avait été incroyable, ces statistiques à London. C'est un attaquant très talentueux, très tenace. Qu'est-ce que tu penses de ces trois joueurs-là et de cette unité-là? C'est des profils qui vont très bien se compléter, je trouve. Puis, tu sais, honnêtement, quand on regarde l'alignement de Team Canada à chaque année, on pourrait faire 40 Ouais. combinaisons d'unités, puis ça fonctionnerait probablement généralement bien. Euh, pour Richie, Nadeau et Cowan, tu sais, on retrouve en Nadeau un excellent tir. Tu sais, c'est vraiment la grosse force de Bradley Nadeau, c'est son tir sur réception également, son flair pour diriger des rondelles au filet. Moi, je l'ai regardé dans la Ligue américaine cette année.
j'ai pas aimé son jeu par la passe, mais OK. vraiment pas. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de passes ratées. J'ai l'impression aussi que ses décisions de faire des passes étaient plus difficiles. Je ne sais pas s'il y a une gêne qui s'est installée par rapport au fait que c'est une recrue dans la Ligue américaine. Mais je pense que Bradley Nadeau peut être très, très, très létal avec son lancer. Puis j'ai hâte de voir dans le tournoi si justement il va revenir à cette essence-là de ce qu'est Bradley Nadeau. Puis Richie est capable de très bien contrôler le jeu. Fait que je pense que la combinaison entre les deux va très bien fonctionner. Puis tu as un Cowan qui est assez polyvalent, mais avec cette petite touche de robustesse qui vient ajouter justement. euh, Il joue gros, là, c'est un ouais, P11, exact, là, exact. mais il est vraiment omniprésent sur la patinoire. Un petit bulldog. Un petit Exact. Trois bulldog. joueurs Puis qui se tu sais, retrouvent aussi, excuse-moi Mathieu, sur la première unité d'avantage numérique. Donc, on va avoir la chance de quand même en plus. mousser cette connexion-là là, Exact. jusqu'en avantage numérique, là. Yes. Du côté de Richie, est-ce que tu le vois comme le- le- disons, le chef d'orchestre de cette équipe-là, celui qui va mener l'unité offensive, le premier centre? Il y a eu une belle expérience avec l'Avalanche. Ça a été un choix un petit peu plus tardif au repêchage de 2023, mais là, il rentre avec une énorme dose de confiance. Est-ce- et contrairement, même si le profil de joueur n'est pas pareil, si on regarde un joueur comme Matthew Poitras, qui avait joué quand même beaucoup avec les Bruins l'année passée, ça avait été un petit peu plus difficile d'avoir un impact. Est-ce que tu penses que Richie, qui a cette expérience un peu moindre LNH, mais va être capable d'être le leader offensif de cette équipe-là, là? Je pense que c'est deux profils différents. Tu sais, Poitras, Ouais. oui, il avait l'expérience, mais moi, j'ai toujours trouvé que Poitras n'avait pas nécessairement un upside offensif euh, aussi élevé, premièrement, que Carl Ritchie. Fait que déjà en partant, Ritchie a cet avantage-là. Je pense que justement, d'avoir joué avec l'Avalanche, qui a des excellents joueurs dans cette équipe-là, ça va l'avoir aidé. Tu sais, Ritchie, à son année repêchage, on avait quelques questionnements justement sur Ouais. son potentiel offensif, puis il a vraiment répondu aux attentes dans sa progression puis encore plus cette année. Fait que, tu sais, je pense que Richie peut justement être ce chef d'orchestre-là, puis un Easton Cowan peut être clairement un leader par l'exemple, par l'intensité qu'il peut mettre sur la patinoire, par son bagage avec London, qui est une équipe très victorieuse, qui Ouais. est une équipe dominante. Puis, tu sais, je pense que le chef d'orchestre offensif aurait pu jouer euh, entre Carl Ritchie et Braden Yeager, mais je donnerais l'avantage quand même à Ritchie Ouais. pour l'expérience et sa progression offensive qui est super intéressante. On verra un petit peu plus tard avec Yeager. On lui a donné d'autres responsabilités. On a un excellent deuxième centre en Berkeley Catton qui a été repêché cette année. 18 ans, 47 points en 27 matchs à Spokane. C'est un petit joueur extrêmement créatif et j'aime particulièrement les joueurs à qui on l'a flanqué. Deux gros bonhommes, pardon, Carson Rekoff, qui était présent en 2024, qui avait bien fait dans le tournoi. Là, ça avait été quand même un des rares éléments positifs offensivement. Une excellente saison avec Brampton, 47 points en 27. Gros attaquant qui utilise bien son corps, se place aux bons endroits pour produire. Et on les a flanqués d'un joueur non repêché, Porter Morton, qui a quand même, il vient d'avoir son 18 ans, éligible au repêchage de 2025, un des coéquipiers de Rakoff à Brenton, 54 points en 26, gros attaquant très physique. Qu'est-ce que tu penses de cette paire qui, même si éventuellement dans le tournoi, on s'entend que ça risque d'être bougé, ce sont quand même des éléments qui sont offensifs. Donc, on se retrouve sur le premier ou deuxième trio, c'est quand même assez similaire. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait donné un rôle aussi gros à Morton dès cette année, là. Ouais, ben le fit qui est là par le fait que tu as Rakoff qui est un solide finisher, en fait. C'est lui, tu sais. Les jeux vont probablement souvent se finir par Rakoff avec son Ouais. tir. Tu sais, il exploite vraiment bien son lancer. Martin est du genre à contrôler le jeu, très bon en contrôle de rondelle également, sert de son physique. Mais tu as un Berkeley Catton que, tu sais, lui, mettons, à son année repêchage, puis dans le profil de joueur qu'on a en Catton, c'est vraiment un gars qui va garder la rondelle, puis qui va attirer la pression de l'adversaire sur lui, puis il est capable de l'assumer, cette pression-là, avec sa mobilité, avec ses mains.
ce qui va faire en sorte que des gars comme Porter Martin et Carson Rakoff vont se libérer dans l'enclave, vont se libérer en périphérie, ce qui va y donner des options de passe. Puis, tu sais, Catton est très bon pour rejoindre justement ces options de passe-là. Donc, je trouve ça intéressant, Absolument. cette unité-là, justement, parce que Catton va être amplement en mesure de créer l'espace dont ces deux gars-là ont besoin sur la patinoire. On voit l'expérience aussi d'un Dave Cameron qui est l'entraîneur des 67 d'Ottawa, qui avait gagné lors des éditions précédentes, là, à 2021-2022, si je ne me trompe pas, avec l'équipe canadienne. Donc, il sait ce que ça prend pour gagner. Il a mis des unités en place. Il n'a pas beaucoup bougé du côté de l'attaque à ce qu'il avait débuté comme trio dès le départ. Mais on voit, contrairement à l'année passée, où on avait un petit peu plus de difficultés à créer une chimie, ça semble s'installer beaucoup plus rapidement. On y va avec certaines affinités que les joueurs possédaient déjà. Et ça se transpose aussi sur la prochaine unité. Les deux prochaines lignes, là, on peut les séparer 3 et 4. Ce sont des lignes quand même qui vont amener de l'énergie, qui vont être bonnes contre les meilleurs trios adverses, qui peuvent fournir offensivement. Donc, contrairement à d'autres années où on a clairement une quatrième ligne, ça semble un petit peu moins le cas cette année. On a deux bons troisième trios, si on peut dire. Et j'aime particulièrement qu'on ait placé Cole Baudouin avec deux gars qui se connaissent bien, qui ont joué ensemble dans des formations canadiennes par le passé. Braden Yeager, qui est le capitaine de cette équipe, qui avait eu un autre pour qui ça avait été positif en 2024. Incroyable saison l'année passée, là, 34 points en 23 cette année avec Moose Jaw et puis avec Lethbridge. Il a été placé avec Ethan Gauthier, avec qui il avait joué au Linka en 2022. Là. On avait eu une très belle production ensemble. Gauthier était à Drummondville, c'est un travailleur quand même acharné. Il est bon quand ça compte. On l'a vu l'année passée en série, 25 points en 19. Il avait eu un bon Linka en 2022, 7 points en 5. Donc, Cole Baudouin, un joueur qui est capable de jouer au centre, 18 ans repêché cette année. On l'a vu hier déjà, bon en échec avant. On se trouve sur la patinoire déjà très rapidement dans ce tournoi-là. Ah, ça va être très tannant pour les adversaires de voir Cole Baudouin s'amener en échec avant, suivi d'Ethan Gauthier. Tu sais. Puis tu as Yeager après ça qui peut manœuvrer pour récupérer des rondelles perdues parce qu'il y a une très, très bonne lecture du jeu, Braden Yeager. Donc, quand tu as deux gars qui appliquent de la pression comme ça en fond de territoire, puis que ça libère la rondelle, puis que ça crée des pertes de possession, tu as un Yeager qui est capable d'élire ces situations-là, puis de récupérer des rondelles en zone offensive. Fait tu sais, Yeager, c'est un gars qui a un très bon potentiel offensif, mais au sein d'équipe Canada, on voit vraiment son jeu sur 200 pieds et Ouais, on utilise cette facette du jeu-là pour l'utiliser justement sur un troisième trio. Mais tu sais, Yeager pourrait assurément jouer sur une première unité offensive, puis il serait capable d'avoir un impact. Fait que, tu sais, définitivement. Ouais. ça va être intéressant de voir justement cet impact offensif-là, comment elle va affecter le rendement d'Ethan Gauthier, qu'il n'est pas juste capable de faire de l'échec avant, puis Cole Baudouin, même chose. Tu sais, ces gars-là sont capables aussi de fournir l'offensive. Fait que, pour des équipes qui n'ont pas nécessairement de la profondeur jusqu'au troisième, quatrième trio, ça peut être très, très tannant là, pour les autres équipes. Et lorsque certains regardent, disons, le position repêchage de Cole Baudouin, où il est sorti, c'est facile de regarder les joueurs qui sont devant lui, qui ne sont pas présents cette année. On a nommé Seneke, évidemment. TJ Ginla a fini par être blessé, mais il n'avait pas été invité au camp à la base. Sacha Boisvert qui a emprunté le parcours universitaire américain. Donc, mais il faut regarder un petit peu le rôle que Cole Baudouin peut remplir. À 18 ans aussi, donc, c'est un bon complément, comme tu as mentionné, à deux joueurs qui ont des belles aptitudes offensives. Donc, on doit être capable de cocher une case. Si on pense à un Beckett Seneca, ça aurait été pour le voir sur le top 6, même si c'est un bon joueur quand même dans les deux sens de la patinoire, mais Cole Baudouin coche peut-être plus certains aspects euh, du jeu, si on peut, je peux me permettre l'expression, le dirty work que certains d'autres peuvent entreprendre. Donc, il faut voir sa sélection aussi comme un complément dans une équipe. Ça prend un tout, contrairement à ce que certains ont déjà dit.
Je ne pense pas qu'on peut prendre les 12 meilleurs joueurs au pays et simplement les pitcher. Les autres nations sont trop bonnes. Je pense qu'on on aurait beaucoup de difficultés à défendre contre les meilleurs trios adverses. Donc, mon Ben, tu bon sais, petit point de vue là-dessus. Là. ça, ça vaut pour n'importe quelle création d'équipe, que ce soit une équipe de la Ligue Absolument. nationale ou. Puis là, on l'a vu, tu sais, avec le Four Nation, tu sais, on est allé dans cette tangente-là. Moi, Il y personnellement, a de puis la je fais une chimie parenthèse, beaucoup. le Four Nation, j'aurais aimé ça que ce soit tous les meilleurs joueurs parce que tu nous vends l'événement comme si c'était un All-Star Game. Surtout Donne-moi les pour meilleurs un joueurs. tournoi d'une semaine. Là. C'est ça, exact. Mais tu sais, dans n'importe quelle autre sphère, une équipe, ça te prend des profils différents. Tu n'as pas le choix de monter une équipe. Tu peux pas avoir 12 gars en offensive qui sont tous pareils, talentueux, pouvant jouer sur un top 6. C'est impossible. Tu sais. Une équipe de la Non, Ligue vraiment nationale pas. se bâtira pas comme ça. Puis une équipe pour un tournoi avec une bonne parité comme le championnat mondial junior, tu peux pas non plus créer une équipe avec que des joueurs offensifs Non, talentueux. non. Fait que c'est ce qui vient expliquer des sélections comme Ethan Gauthier, comme Cole Baudouin et les joueurs qu'on va nommer là, Exactement. incessamment. Là. On complète cette, ce profil offensif-là avec une unité qui regroupe Tanner Howe, qui a été repêché en 2024, mais qui a 19 ans, donc ça sera sa seule participation. A été acquis récemment par Calgary dans la WHL. Il était auparavant avec Regina. C'est un joueur rapide, là, des bonnes mains, fiable défensivement. Mathieu Taffard, deuxième représentant de la LHJMQ, maintenant avec Rimouski. Donc, il va avoir une grosse saison de son côté. Il disputera la Coupe Memorial. Peut jouer au centre. C'est un joueur qui sera difficile à affronter aussi, même si avec Rimouski, il a un rôle offensif. Là, il est prêt à faire le sale boulot dans cette formation canadienne-là. Et Jet Luchenko, que plusieurs ont appris à connaître cette année, alors qu'on l'a vu faire un petit bout de chemin avec les Flyers, de disputer 4 matchs. Ça a été un choix de première ronde cette année, là, 18 ans. Mais c'est un centre qui est vraiment très fiable dans les deux sens de la patinoire. Si ça n'avait pas été le cas, John Tortorella n'aurait jamais gardé quelques matchs avec les Flyers. Même si le Matvei Mishka va dans son aliment, ça c'est une autre histoire. Mais on voit qu'avec Guelph, ça a été peut-être un petit peu plus long au début, prendre son élan. Mais pour un quatrième trio, avoir un Jet Luchanko, c'est un luxe. Là. Oui, tu sais, il va y avoir de l'énergie là, sur ce trio-là. Puis, tu sais, je pense que la personne la plus sous-estimée sur cette unité-là demeure Tanner Howe Ouais. parce que Qui pourrait monter dans la hiérarchie, je pense. Là. oui, mais tu sais, d'un autre côté, je serais pas surpris qu'il tombe, disons, que Gavin McKenna embarque à sa place, exemple. Tu sais. Ouais, Mais dans le cas de Tanner Hall, le problème, c'est qu'à son année repêchage, ça a été très difficile. L'après Connor Bedard à Regina a été ouais, difficile. La pression de prendre ce club-là sur ses épaules, puis un club qui était pitoyable, honnêtement, là, ça en était pathétique de regarder Tanner Hall avec les Pats de Regina. Là, le gars pouvait faire la meilleure passe qu'il pouvait effectuer sur la patinoire. Les gars pognaient rien. Puis j'aime pas non plus rejeter la faute sur les coéquipiers dans l'évaluation des espoirs, mais pour Tanner Hall, c'était flagrant. Puis ça a joué sur son rang de sélection, ça a joué sur sa motivation. On sentait qu'il était désintéressé l'année ouais, passée dans sa formation. Mais ça reste un gars qui est très bon en échec avant. C'est un gars qui est capable d'être dominant en offensive, qui est capable d'être euh, qui est capable d'être menaçant avec son lancer également. Fait que, tu sais, s'il y a un gars qui est peut-être sous-estimé sur cette ligne-là, je trouve que c'est intéressant. Tanner Hall parce qu'il peut vraiment amener de l'énergie, il peut amener de l'offensive aussi. Fait que ça va être à surveiller si son poste va être acquis ou non là, dans les prochains matchs. Tu as mentionné son nom, là, ceux qui ont écouté, qui n'ont pas trop suivi les alignements jusqu'à présent de l'équipe canadienne, se disaient mais où est Gavin McKenna dans cette énumération de joueurs? Ben, il entreprend le tournoi comme 13e attaquant. C'est souvent le cas des joueurs de prodige qui, même si Gavin McKenna aura 17 ans lorsque le tournoi débutera, là, ça va être très bientôt si je ne me trompe pas, mais il entreprend comme un joueur de 16 ans, donc il aura une autre année l'année prochaine et on peut penser au McDavid, au Connor Bedard, qui, à leur année de 16 ans, ont débuté le tournoi en tant que 13e attaquant. C'est le motus operandi d'équipe Canada. On l'a vu hier quand même contre la oui, c'était la Suisse, mais
il a eu des opportunités, il a eu certaines présences, il a montré son grand talent très, très rapidement. Donc, très rapidement, de son côté, là, et comme mentionné, il sera éligible au repêchage de 2026, alors que tout le monde a quitté vers les camps de l'équipe canadienne et autres. C'était le meilleur pointeur dans la CHL, dans tout le Canada junior. 60 points en 30 en Medicine Hat. C'est un ailier gauche de talent générationnel. Donc, il commence en tant que 13e. Dépendamment de ce qui se passe avec le haut de la formation, je pense que ça pourrait quand même être assez rapide et fréquent qu'il monte dans cet alignement-là. Là. Je ne pense pas que comme un Adam Fantilli il y a 2 ans risque de rester la plupart du tournoi comme 13e. Je pense qu'on devrait le voir monter. Là. Oui, on va assurément le voir en action. Puis, tu sais, si tu n'entrais en la matière pour Gavin McKenna, tu sais, il va falloir qu'il fasse sa place dans l'alignement puis qu'il monte aussi, qui est pas juste capable de faire des feintes incroyables. Moi, c'est pas un gars que j'ai trouvé qui avait été si. Tu sais, les attentes étaient très élevées pour Gavin McKenna au Linka, puis j'ai Ouais. pas Ouais, ça a trouvé qu'il y été un avait eu peu un grand décevant. tournoi. Non, Fait que, tu sais, effectivement. c'est peut-être pour ça qu'on veut pas non plus le placer dans une chaise de ton poste qui est acquis, même si tu vas avoir 17 ans. Tu sais, je pense qu'on veut vraiment l'amener tranquillement dans l'alignement, puis c'est à toi de faire les preuves. On veut pas que ce soit acquis pour lui. Fait que je comprends la décision quand même. Tu sais, Mais veut pas, c'est sensiblement les mêmes décideurs. Tu sais, oui, ce qui s'effectue au Linka, tu sais, il y a souvent un suivi qui se fait par après dans le U18, dans le U20 et tout. Fait que je pense que ça peut justifier ça, là. son moins de 18 ans, par contre, avait été quand même Ouais, ça. assez Oui. spectaculaire. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu penses, où tu le verrais justement dans cette hiérarchie-là là, pour peut-être pas en début de tournoi, mais éventuellement, penses-tu qu'il va être capable d'avoir, oui, un impact? On parle de son talent, du choix du premier choix au total en 2026. Est-ce que tu penses qu'il va être capable d'avoir un impact à la Connor Bedard? Là? Je penserais que oui. Tu sais, je pense qu'on on se gênera pas de l'embarquer sur un top 6 contre une équipe, exemple l'Allemagne Ouais, ou une équipe un peu plus faible, tu sais, pour justement lui donner un petit peu confiance. Puis, tu sais, je parlais de Tanner Hart tantôt, tu sais, ça pourrait être un gars qui pourrait y prendre sa place dans l'alignement. Euh, Tu sais, tout va dépendre des performances. Ça va dépendre des performances des autres ouais, joueurs dans l'alignement. Tu sais, est-ce qu'un Porter Martin pourrait se faire déloger par c'est Gavin possible. McKenna? Ça C'est serait possible. possible Ouais. aussi. Tu sais, c'est dur d'identifier un joueur clairement que McKenna Qui va n'a pas venir sa prendre sa place. Ouais. place. Tu sais. Les places des gars sont à perdre, puis Ouais. McKenna a une place à gagner dans cet alignement-là. On retrouve Luca Pinelli comme 14e attaquant, n'avait pas été habillé lors du dernier match. Je ne pense pas que il va rester lors de chaque match en tant que 14e attaquant, mais c'est un des favoris de l'entraîneur Dave Cameron. Là, c'est son capitaine avec les 67 d'Ottawa. C'est un petit attaquant qui, on peut se dire, si Dave Cameron n'avait pas été là, possiblement qu'il n'y aurait pas été aussi. Mais à, à moins de signes contraires, c'est lui qui devrait plus souvent qu'autrement sauter son tour, à moins qu'il y ait de blessures ou vraiment contre-performance. On se transpose vers la défensive, 8 défenseurs présents, 6 de 19 ans, un de 18 ans, un de 17 ans, 5 gauchers, 3 droitiers. On mentionne quand même que Zane Parrott, qui avait été invité au camp, aurait pu être une option à droite. Finalement, on a décidé d'aller dans une autre direction. La seule paire de défensives qui n'a pas changé durant ce camp, c'est la première, celle qui jumelle Tanner Mullendyke, qui est un assistant capitaine aussi, et Andrew Gibson. Gibson, les gens le connaissent un petit peu moins, là, mais c'est un choix de deuxième ronde des Red Wings en 2023. Même s'il a quand même fait beaucoup de points l'année passée avec Sault Sainte-Marie, il se démarque surtout pour ses attributs défensifs. Là, gros bonhomme, 6 pieds 3. Tanner Mullendyke, c'est décevant. On aurait pu le voir l'année passée avec la formation canadienne, mais il s'est blessé. C'est un joueur, même si ce n'est pas celui qui produit le plus, il a un patin, un hors pair, un sens offensif très développé. Donc, belle première paire qui se complète bien. Là. Ouais, puis ça me surprend quand même qu'il ait été utilisé comme une première paire. Tu sais, Ouais. En voyant tout ça je qui sont. vois quand même, tu sais, c'est ça, je vois quand même des Oliver Bonk, tu sais, Caden Price, Boeki au niveau défensif. Tu sais,
C'est sûr qu'Andrew Gibson, je le connais moins un peu. Fait que je suis peut-être un peu biaisé dans mon évaluation. Peut-être justement que dans les matchs préparatoires, on a décidé d'envoyer Gibson et Molendyk sur la première paire pour voir justement qu'est-ce qu'ils peuvent offrir avec un gros temps de jeu. Mais tu sais, je regarde la défensive du Canada, puis honnêtement, tu sais, Sam Dickinson est septième défenseur, je ne me trompe pas. Puis il pourrait jouer sa première paire, là, à mon avis. Fait Il que, tu sais, n'était, il agissait en tant que huitième hier là, contre la huitième, c'est Suisse. Il ça, OK. n'était C'est pas ça. habillé. Ce qui semble un petit peu plus coulé dans le béton, ce sont nos trois droitiers qui risquent d'être assez présents dans la formation. On ne risque pas de sauter vraiment leur tour. On parle ici de Oliver Bunk, qui avait été bon en 2024 aussi, et de Beau Aki, que les gens connaissent un petit peu moins aussi. Là, je suis à deuxième ronde en 2023, on l'a moins vu jouer un petit peu. 19 points avec Barry cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Aki? Et Bong, on le connaît un petit peu, oui, de London. On l'a vu l'année passée. Il est fiable dans les deux sens de la patinoire. Je pense qu'il a l'impression qu'il pourrait être un bon leader pour cette équipe-là. Donc, quand même, un côté droit qui est pas ce qu'il y a de plus fort, mais on a quand même trois bons éléments en place, là. Ouais, ben tu sais, Beau Aki, je ne l'ai pas tant suivi après son année repêchage, honnêtement, là. Tu sais, je sais qu'il est capable d'être très efficace sur 200 pieds. C'est pas nécessairement le gars sur qui je fonderais peut-être l'offensive, mais tu sais, au niveau de la gestion de l'adversaire, au niveau des contre-attaques, tu sais, je me souviens que c'était un gars qui gérait très bien les gaps, comme on dit, là, fait qu'il gardait souvent l'adversaire vers l'extérieur. Fait que tu sais, c'est le genre de gars qui va justement être en mesure de contrer les bons trios adverses au sein de l'équipe canadienne, là. Du côté gauche, on a déjà mentionné Sam Dickinson qui il va avoir du temps de jeu. Je serais pas surpris qu'il affronte demain samedi les Suédois. C'est un défenseur gaucher de 18 ans. Saison extraordinaire à London au niveau des points, 46 points en 26. Malgré sa grosse stature, 6 pieds 3, c'est pas le plus physique, mais il a un sens du jeu hors du commun. On retrouve aussi Sawyer Mignot, qui l'a dit lui-même, c'est pas un gars qui a vraiment grandi dans le bassin d'équipe Canada. Donc, il a dit à la blague, je me suis concentré sur le bon tournoi. Donc, il a un peu raison. Reste qu'on c'est un joueur qu'on connaît moins aussi. Là, ça a été un choix de troisième ronde des Canucks en 2023. Il évolue à Seattle dans le WHL. Ah, puis je pense que au TSLH Espoir, on a strictement rien sur Mignot OK. dans le guide Dans les où guides, ouais. honnêtement, j'ai aucune idée qui est ce défenseur-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir offrir au sein de l'équipe. Il doit montrer des belles choses parce qu'il était jusqu'à tout récemment un partenaire de Oliver Bung sur ce qui ressemblait à une deuxième paire. Donc, on va apprendre à le découvrir dans ce tournoi-là. On retrouve aussi Caden Price, qui est un autre gaucher, choix de troisième ronde de Seattle en 2023. Belle production offensive, là, 32 points en 26 à Kelowna. Et finalement, Matthew Schaefer, ce prodige dont on a parlé un petit peu plus tôt dans un épisode précédent du podcast avec Simon. 17 ans, possiblement le premier choix au total du prochain repêchage. 22 points en 17 matchs avec Erie. Il possède toutes les qualités qui pourraient faire de lui un des meilleurs défenseurs de la Ligue un jour. Il sera un corps arrière dans la LNH. Donc, à 6 pieds 2, non plus, ce n'est pas le plus physique, mais il patine comme le vent. Et on lui a donné une très belle responsabilité jusqu'à présent, celle de piloter la première vague d'avantages numériques. Donc, on aurait pu penser que ça revienne à un Molendyk ou à un Dickinson, mais c'est lui pour l'instant qui a ce chapeau-là. Donc, parle-nous de ce côté gauche avec des joueurs un peu moins connus, mais des joueurs sensationnels comme Schaefer et Dickinson, là. Ben, c'est sûr que, mettons, si on regarde au niveau du potentiel maximal, tu sais, Matthew Schaefer est supérieur à Sam Dickinson, pour Ouais. ma part, tu sais. Puis c'est pas pour rien que Schaefer risque de sortir premier au prochain repêchage. Euh, Par contre, Dickinson a montré vraiment une belle progression, puis a été excellent en série l'année passée. À la Coupe Memorial Vraiment, également, a été excellent. vraiment. Fait que, tu sais, il a fait ses classes quand même dans les moments importants. Fait que, pour moi, dans la défensive canadienne, puis tu sais, là, on exclut le potentiel maximal. Tu sais, on parle pas nécessairement de repêchage, on parle Non. d'une équipe de hockey.
Dickinson, à mon avis, devrait être avant Schaefer pour ce qu'il offre globalement sur la patinoire et tout. OK. Mais c'est un poste à perdre, dans le sens que Schaefer, je sais qu'hier contre la Suisse, ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour Schaefer par moment, mais soudainement, en un claquement de doigts, il peut sortir un solide jeu puis mener la charge pour l'équipe canadienne. Fait il y a énormément de talent. Est-ce que le fait qu'il est peut-être moins expérimenté va faire en sorte que Dickinson va prendre du galon dans la hiérarchie par rapport à Schaefer? C'est ce que je pense personnellement. Ça reste Schaefer, un gars qui a connu beaucoup de succès récemment avec l'équipe canadienne au Linka au moins de 18 ans, mené lors de Oui, ces deux oui, occasions-là, c'est pas l'équipe à mal le la meilleur victoire. joueur, là, exact. Et alors que ça semble un petit peu moins clair au niveau de Pinelli, j'ai l'impression que Sam Dickinson était le 8e attaquant, mais ça risque de bouger un petit peu plus, selon moi. Peut-être vu cette inexpérience-là de Schaefer du côté de la défense. Je ne serais pas surpris que Schaefer manque un match. Caden Price risque de manquer un match. Sawyer Mignon possible aussi. Dickinson. Donc, peut-être une plus grosse rotation du côté gauche, mais la clé, ça va pour l'entraîneur Dave Cameron, ça va être de trouver justement la meilleure recette pour les gros matchs importants et pour la phase éliminatoire. Parce on veut pas se dire, ben, on entreprend le quart de finale, on met un Matthew Schaefer dans les estrades et on se retrouve à perdre contre la Slovaquie ou la Tchéquie ou peu importe. On demanderait si on a pris la bonne décision. Donc, ça va être important de trouver. C'est un court tournoi, mais il faut trouver le meilleur produit rapidement. 3 gardiens sont présents, aucun qui était présent l'année passée, n'en déplaise à M. Scott Ratcliffe. Un gardien de 19, je trouve ça intéressant, un gardien de 19 ans, un gardien de 18 et un gardien de 17. Celui qui semble avoir l'avantage pour l'instant, ça semble être Carter George, qui est celui de 18 ans. C'est lui qui a débuté le match hier contre la Suisse, mais tout ça peut être brassé. On risque de voir le second beaucoup aussi. Reste que George, c'est un choix de deuxième ronde des Kings en 2024. Médaille d'or au Linka de 2023 et au moins 18 ans. Des statistiques pas exceptionnelles avec Owen Sound, mais dans les compétitions internationales, surtout au Linka, si je ne me trompe pas, ou au moins 18, ça avait été extraordinaire, sa performance. Donc, un bon gardien, je pense, pour entreprendre ce tournoi. Carter George, moi, je suis à l'aise avec lui. Je sais que de ton côté, tu as beaucoup regardé les gardiens dans les dernières années. Tu vas bien placé pour nous en parler. Ouais, ben mon choix serait Carter George aussi parce que c'est un gamer, parce que premièrement, Carson Bjarnason, moi, j'aime pas sa progression depuis Non. son année repêchage. C'est long, une progression de gardien, mais d'année en année, tu veux voir quelques petites choses et tout. Puis Bjarnason, j'ai l'impression que ça stagne un petit Ça peu dans stagne, oui. son cas. Versus George, que à Owen Sound, Owen Sound, pour avoir regardé Cédric Guindon puis avoir regardé Colby Barlow dans les dernières années, c'était un club l'année passée qui était très, très, très mauvais défensivement. Puis une chance justement que Carter George était là. Puis j'ai jamais senti que George avait l'air affecté justement souvent il était abandonné par son équipe devant le filet. J'ai jamais vraiment senti qu'il était affecté par ça. Il était tout le temps là à défier les lancers. Fait que j'aime son attitude sur la patinoire, puis je pense que c'est justement ça qui va lui donner un avantage sur Carson Bjarnason. Puis tu sais, Jack Evankovic est là pour apprendre, tu sais. Ouais. Un peu comme Scott Ratzlaff était. Tu sais, le jeune gardien va être là, Donc, on va le revoir, Ivan on Kovic. le revoit dans les prochaines années. La seule surprise, moi, que je trouve chez les gardiens de but, c'est que Joshua Ravensburgen n'ait pas été considéré parce que, là, un an, l'année passée, en tout cas, on s'était fait comme dire par les branches là, que Ça serait un l'équipe favori. canadienne l'avait déjà dans son radar pour le OK. championnat mondial junior des moins de 20 ans. Puis là, ben, il se retrouve même pas au camp, puis il n'est même pas dans l'équipe. Fait que pour moi, c'était quand même une surprise. Bjornsson, c'est important de noter aussi que ce n'est pas un gars qui a mené son équipe au plus gros honneur, que ce soit, oui, tu as parlé de Winston, mais l'équipe canadienne en tant que telle, il a gagné l'or au Linka de 2022, mais n'était pas premier gardien. Il avait joué seulement un match. Il a remporté la médaille de bronze au moins de 18 ans, mais n'avait vraiment pas été impressionnant dans ce tournoi-là. Donc,
à court terme, c'est pas un gars qu'on a réussi à le voir s'imposer comme étant, disons, le partant disons, indiscutable. Rapidement, une petite touche au niveau de Ivan Kovic. Là, j'ai rarement vu des statistiques comme ça au dernier Linka. Donc, il est éligible au prochain repêchage, il a 17 ans. Pourcentage d'efficacité au dernier Linka de 0,967, une moyenne de 0,75, c'est extraordinaire. Il avait une bonne équipe devant lui, mais quand même, il faut lui donner. Ça nous donne une équipe, une belle équipe canadienne qui, on a laissé, oui, on l'a dit, on a laissé beaucoup de talent de côté. On a laissé, disons, des joueurs de taille de côté, mais on y va, selon nous, avec justement un tout, un complément. Et contrairement à l'année passée, je pense qu'on entreprend ce tournoi avec beaucoup plus de confiance au sein de l'équipe, mais aussi en tant qu'amateur. L'année passée, il y avait quand même certains points d'interrogation. On regardait l'alignement puis on se disait, oui, on a un McLean Celebrini, on avait des éléments quand même intéressants, mais il manquait de profondeur. Là, on a la profondeur. On se retrouve dans un groupe qui est quand même pas piqué des verres. Mentionnons le groupe, passons maintenant au groupe dans lequel le Canada se retrouve. Dans le groupe A, on retrouve les États-Unis, la Finlande, l'Allemagne et la Lettonie. Parlons des Américains qui sont les champions en titre. Encore une fois, l'entraîneur David Carl est de retour après avoir mené son équipe l'année passée à la victoire. L'année passée, on avait un bassin de joueurs de 19 ans et de 18. Ça semblait être le complément parfait. On avait des joueurs extraordinaires dans les deux groupes d'âge. Cette année, un petit peu moins de profondeur. Très bonne équipe quand même. On risque d'être assez dominant. On retrouve Trey Augustine au niveau du gardien. On va défendre les filets de manière probablement un petit peu moins partagée que l'année passée, alors qu'il était en alternance avec Jacob Fowler. Drew Fortescue, Yves Bayham sont de retour en défensive. Bayham, choix de première ronde en 2024. Cole Hudson sera là aussi. Logan Hensler, il sera aussi éligible au prochain repêchage en 2025. Donc, parle-nous un petit peu de cette brigade défensive-là qui inclut le gardien Augustine. Moi, personnellement, les États-Unis, je les trouve peut-être un petit peu moins puissants que l'année passée. L'année C'est ce que je passée, me tu disais. avais Ouais. un Seamus Casey, tu avais un Lane Hudson, que c'était des Inutile. gars qui étaient prêts pour le hockey Ouais. professionnel. On le voit, là, Casey a une belle entrée en matière avec les Devils. Lane Hudson, on n'a pas besoin d'en parler. Là. Moi, Cole Hudson, j'aime ce qu'il peut apporter offensivement, mais c'est un gars qui me décevait beaucoup au repêchage parce qu'il essayait justement de trop en faire. Puis, contrairement à son frère Lane, que des fois il essaie de trop en faire, au moins il est capable de se racheter. Cole Hudson, c'était pas vraiment ça. Fait que ça me dérangeait un petit peu. Je dirais qu'au niveau physique également, j'ai peut-être des interrogations Ouais. par rapport à la défensive des États-Unis qui va beaucoup s'appuyer sur un Trey Augustine, je pense, pour le tournoi. Vraiment. En attaque aussi, là, alors que je mentionnais que l'année passée, nos 18 ans, les 19 ans de cette année-là, il va nous manquer Will Smith qui est présentement avec les Sharks dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'on a un plus gros point d'interrogation sur notre QV de 18 ans, donc ceux qui ont été repêchés cette année, que l'année passée. Oui, on trouve les Ryan Leonard, les Oliver Moore, les Guy Perreault, Guy Perreault, donc les gars qui ont eu un impact, Danny Nelson aussi, si je ne me trompe pas, un impact l'année passée. Mais cette année, avec les Teddy Stiga, Trevor Conley, Cole Eiserman, Brody Zimmer, qui sont des bons joueurs, mais on l'a vu dans certaines compétitions internationales par le passé, certains ont de la misère à catalyser leur talent et produire quelque chose d'efficace. On pense un petit peu à Trevor Conley ici, mais, mais ce sont des gars de talent, mais on ne sait pas à quel point ça va fonctionner dans un tournoi où chaque pouce est si difficilement gagné. Là. Ah, exact. Puis, tu sais, à l'image de la défensive, je trouve quand même qu'il y a moins de puissance en offensive, disons. Tu sais, c'est des gars, je regarde l'alignement des Américains, puis c'est des gars dans le programme de développement qui avaient des rôles plutôt secondaires. Mm. Est-ce qu'ils vont être capables Moins de profondeur. Ouais. d'avoir ces rôles secondaires-là, mais contre des équipes contre le Canada, tu sais, contre la Suède? C'est la question que je me pose. Tu sais. Avoir un rôle secondaire et de soutien, tu Ouais. sais, un gars comme Max Plante était vraiment bon pour complémenter d'autres attaquants offensifs, mais contre des équipes de la USHL, est-ce qu'il va être capable d'avoir un impact complémentaire comme ça
dans un tournoi où c'est beaucoup plus relevé que dans le programme américain. C'est là que j'ai des interrogations. Ma Ouais. plus grosse surprise pour les Américains, c'est que Quentin Musty n'avait même pas été invité. Finalement, il est blessé, Il est mais blessé, exact. n'avait pas été invité au camp. Puis c'est un des meilleurs marqueurs de la CHL. Tu sais, ça leur aurait fait du bien quand même un attaquant très mobile, capable d'être physique, Gros capable d'être bonhomme. offensif, comme lui. Ça aurait fait du bien. Là. L'inverse est aussi vrai. Là, les joueurs qui jouent au Canada sont parfois boudés par le programme américain. C'est arrivé par le passé. Euh, la Finlande serait intéressante cette année, alors qu'il y a quelques années, on avait quand même connu un creux de vague. Ça avait été très, très périlleux, cette compétition-là. On retrouve quand même une formation qui est quand même plus équilibrée que d'autres années. En défensive, Aaron Kiviariou, là, un vétéran de cette équipe-là, même s'il a été repêché cette année. Émile Pianignami, 1 point par match en OHL, choix de troisième ronde en 2024. En attaque, on a des 19 ans de qualité, là, Altunen, Kumpulainen, des joueurs qui ont été repêchés en 2024 qui pourraient avoir un impact intéressant. Emile Hemming, Gonçalves Lenius, Julius Mettinen. Donc, je pense que la Finlande sera peut-être pas au niveau des États-Unis, mais définitivement un adversaire à prendre au sérieux dans ce groupe-là. Là. Ouais, puis c'est j'ai peut-être un biais par rapport à la Finlande parce que je les trouve très souvent beige au niveau Ouais, offensif. Mais tu sais, on ne peut pas passer sous silence le développement d'Altunen qui se passe très bien depuis qu'il a vraiment. fait le saut en OHL. Fait que ça va être un gars à surveiller avec Consta Lenius qui clairement va avoir un rôle beaucoup plus offensif que dans les dernières années. Ouais. Mais ce qui retient mon attention dans l'équipe finlandaise, c'est le trio de gardiens de but. Honnêtement, là, Petteri Rimpeinen, Kim Saarinen puis Noah Valley, je ne sais même pas qui va être numéro un là-dedans. C'est pas parce que les trois sont pas bons. Honnêtement, c'est OK. trois gardiens que j'ai regardés dans les années repêchage, puis ils ont des très belles progressions. C'est des gars qui peuvent justement se rivaliser un et l'autre pour le poste de numéro un. Ça va être intéressant à suivre. Ça amène une belle solidité en arrière du côté de la Finlande. C'est un élément tellement important que tu approches, parce que dans ce tournoi-là, on l'a vu par le passé, des gardiens être étincelants et avoir un impact marquant sur leur équipe. Là, je pense récemment là, à Adam Gajan avec la formation slovaque. Ça arrive très régulièrement et c'était une des raisons pour laquelle je voulais particulièrement t'avoir au podcast, ton expertise sur les gardiens. Les deux prochaines équipes, là, c'est sûr, c'est un petit peu moins évident, mais reste que l'Allemagne, qui a choisi d'entreprendre ce tournoi avec une équipe très jeune. Euh, Norwin Panocha, choix de septième ronde, c'est le seul joueur repêché, si je ne me trompe pas, de cette formation-là, là, un ancien des Sags. On a deux joueurs de 17 ans intéressants. Je ne les ai pas vus jouer. Par contre, Devin Lewandowski, Carlos Handel, c'est deux joueurs en défensive qui jouent au Canada, qui ont quand même fait de belles figures. Euh, donc, pas vraiment de notion de mon côté sur ces joueurs-là, mais je ne sais pas si tu as eu la chance de les voir jouer. Non, pas honnêtement, pas énormément. Puis tu sais, quand je regarde l'alignement de l'Allemagne sortir, je continue de scroller, là, honnêtement. Là. Tu sais, il y a eu des années que l'Allemagne avait des joueurs intéressants à Ouais. offrir. Tu sais, un gars comme Paul Meyer, je pense qu'il était quand même dans notre radar l'année passée pour le repêchage. Finalement, tu sais, il n'a pas été repêché, rien. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas une formation qui va attirer mon regard On a, pour ce tournoi-là. Là. on sent les connaître. Là. J'ai lu qu'il y avait 4 5 joueurs, autres ceux que je mentionnais, de 17 ans qui sont intéressants. Donc, possiblement dans 2 ans, lors de l'année de 19 ans de ces joueurs-là, l'Allemagne pourrait être, même l'année passée, je pense qu'on va prendre une petite coche à chaque année. C'est Euh, j- c'est le genre d'équipe que tu regardes au championnat mondial junior et tu découvres des absolument. espoirs pour le Exact. repêchage, exemple. Tu sais, je sais que Carlos Handel, on en a parlé dans notre podcast Top 32. Non, je pense que c'était dans le podcast avec Pascal, que c'est une de ses cartes cachées. Fait que ça va être un OK. défenseur à surveiller. Mais c'est ça, c'est vraiment le genre d'équipe que tu découvres des joueurs pour, après ça, aller chercher d'autres visionnements pour le repêchage annuel. Et on retrouve aussi la Lettonie là, qui n'ont pas non plus un gros bassin de joueurs pour cette saison. Dans le groupe, Mais surveillons le gardien de but, Mikus Vekvanags. absolument, Espoir des absolument, Canadiens. absolument, on a une bonne raison de le suivre. Il Il y risque avait eu d'en voir des rondelles cette très année. bonne performance contre le Canada l'année passée aussi, d'ailleurs. Fait que, Absolument,
À absolument. surveiller. Dans le groupe B, les puissances seront la Tchéquie et la Suède. Oui, on trouve la Suisse et même la Slovaquie. Euh, Par contre, ce sont vraiment les deux équipes de tête. Là, les Slovaques peuvent toujours surprendre. Ce ne sera peut-être pas notre meilleure édition cette année qu'on a déjà vu par le passé. Les Suédois, on est garnis partout, là. En défensive, on a un beau trio de joueurs de 19 ans avec Sandin Pelika, Willander, Theo Lindstein. On a aussi le joueur élite du Canadien Rasmus Bergvis, le choix de 7e ronde, qui est là. En attaque, Otto Stenberg, Félix Unger-Sorum, David Edstrom, Anton Wahlberg, Oscar Violette, un des préférés à Pascal. Un des choix possiblement de première ronde en 2025, Victor Eklund. Donc, il y en a de la qualité avec la Suède cette année. Ouais, puis ce qui a été surprenant, c'est pour la Tchéquie puis pour la Suède, On a laissé juste des c'est joueurs de côté. des joueurs qui sont pas là. Tu sais, souvent, Ouais. on parle du Canada, tu sais, ah, les grosses omissions, pourquoi on n'a pas invité tel gars. Don Puis, Frundel qui n'est pas là avec la ouais, Suède. mais Frondel, par exemple, il joue au tournoi Junior A OK. présentement, puis il connaît des vraiment bonnes performances. Est-ce qu'on va décider de le rajouter dernière minute dans l'alignement? OK. Ça va être Possible. à suivre, mais j'ai l'impression qu'on a comme préféré l'envoyer à ce tournoi-là, là. OK. Mais, La tu sais, des Tchéquie, gars, Badinka, Mertaka sera éligible cette année. Là. moi, là, écoute, Badinka, je trouve ça Ouais, incroyable très qu'on n'ait surprenant. pas fait signe à ce gars-là, tu sais. Puis l'explication du coach de la Tchéquie, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais l'explication, c'était que Badinka n'avait pas assez d'expérience dans des tournois comme ça. Puis ça, c'est parce qu'il avait comme refusé de participer à un tournoi. Puis là, je ne sais pas si c'est le championnat mondial junior ou si c'est le championnat mondial, mais Ouais. il avait refusé une invitation de la Tchéquie. Puis là, le coach dit, ah, il n'a pas assez d'expérience pour jouer dans ce Question tournoi-là. d'ego ici. Là. Le gars joue dans SHL, il joue quasiment 20 minutes par match. Tu sais, je veux dire, c'est clair qu'il aurait aidé ton équipe. Puis tu as un Adam Yerichek qui n'a pas joué depuis début novembre, qui est Exact. dans À sa l'alignement. place. Tu Ouais. sais, tu sais comme pas. Puis après ça, moi, un Adam Beniak qui n'est pas là, tu Ouais. sais, le gars, il Ouais, a c'est vrai. été étincelant au Linka. Tu sais, oui, c'est un gars qui peut être unidimensionnel offensivement, mais tu sais, tu invites Adam Novotny, qui est un gars du repêchage de l'année prochaine, je crois, ou peut-être de cette année, là, je n'ai pas sa date de naissance par cœur. Mais tu sais, c'est pas une excuse de dire que Benak, il est trop jeune. Tu invites même Washtek Sihar, qui est un espoir pour le repêchage de cette année. Fait que je m'explique mal Ça semble comment moins Benyak cohérent. peut ne pas être là, tu sais. À surveiller quand même dans ce tournoi du côté des Tchèques, Edouard Chalet, qui sera la figure de proue de cette équipe. Euh, donc, les Suédois, les Tchèques vont être difficiles à affronter au moment que leurs adversaires vont être opposés à eux, là, que ce soit le Canada en quart de finale si ça va moins bien pour une des équipes dans leur groupe ou encore en demi-finale et finale. Euh, donc, c'est ce qui m'a fait un petit peu sur notre tour d'horizon du tournoi de cette année. Ah, puis Euh, si je peux, Étienne, me oui, permettre de absolument. rajouter avant qu'on conclue, mais ce que je trouve dommage dans ce tournoi-là, c'est que la Slovaquie, leur cycle semble quand même se terminer. Tu sais, on a eu des Ouais, belles éditions de la Slovaquie et tout. exact. Ouais. Il y a encore quelques bons joueurs, tu sais, Maxime Sherbak, Luka Radivojevic qui vont être à surveiller, Jakub Ouais. Kromek. Mais la Slovaquie risque d'avoir le meilleur joueur de ce tournoi-là dans l'alignement et risque de même pas se rendre en ronde de médaille. Et c'est Dalibor Dvorsky. Tu Ouais. sais, le gars est très bon dans la Ligue américaine. Il a Ouais. Il est contre des hommes, puis il ouais, fait très puis bien. tu Ouais. sais, il a commencé la saison plutôt tranquille, puis là, dans les derniers temps, produit énormément offensivement. Puis là, rejoindre l'équipe slovaque pour le championnat mondial junior. Moi, je m'attends à des grosses performances de Dvorsky. Mais Ouais. est-ce que ça va être suffisant? Moi, je pense pas. Mais tu sais, Ça va un être peu à difficile. la Ouais. Tu sais, Jiri Kulich, l'année passée, il l'avait très bien fait. Il avait guidé son équipe, tu sais, vers la ronde des médailles. Là, Dalibor Dvorsky, la pression est sur lui. Tu sais, c'est à son tour là, de traîner son club comme ça. Pour terminer l'épisode, si tu veux bien, Mathieu, l'année passée, on s'était mouillé, puis on avait il est allé d'une prédiction des équipes qui pourraient remporter les grands honneurs. Et même si on aimait les chances du Canada,
On avait tous deux dit que les Américains allaient probablement être les gagnants du tournoi. On avait vu juste, mais on s'était trompé quand même au niveau du Canada où on pensait qu'ils ont vraiment nettement moins bien fait qu'anticipé. Si je te demande de te lancer justement des trois, selon toi, médaillés pour le prochain tournoi très rapidement comme ça, à chaud, tu irais avec quoi, là? Pas le choix. Ben, je vais y aller avec une valeur sûre, là. Le Canada va gagner l'or. Tu sais, Ouais, t'es à j'aime ça. domicile, là. T'es à Ottawa. La Exact. pression La va être maison. grosse. Puis je m'attends quand même à ce qu'ils répondent à la pression parce qu'avec l'échec de l'année passée aussi, tu sais, Exact. je sens que On est l'équipe bien va. dirigé. Exact. La ligne de. Je sens qu'ils vont rebondir quand même. J'ai le même choix que toi, ouais, pour la médaille d'or. Euh, Finale contre la Suède. C'est mon choix aussi. J'allais voir Puis la Suède. médaille de bronze, j'irais avec l'équipe finlandaise. Tiens. OK. Pas de médaille pour les États-Unis cette année. OK. Moi, je vais les mettre au pied du podium, mais effectivement, la Finlande, je les aime beaucoup cette année. Finale Canada-Suède, ça serait vraiment très agréable. Petite touche quand même en terminant, juste tu as mentionné que le tournoi est à Ottawa. J'espère que la foule va être présente. Par contre, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir passer ça. Je voulais me procurer des billets pour le championnat du monde junior à Ottawa, faire une petite virée durant le temps des fêtes. Le prix des billets est astronomique Ah cette ouais. année. Les moins bons billets dans un match Canada-Lettonie sont à 250 c'est extrêmement dispendieux cette année à Ottawa. J'y étais allé il y a quelques années à Montréal lorsque la compétition avait été ici. C'est sûr, ce n'était pas tout à fait le même contexte économique, mais ce n'était pas du tout le même niveau de déboursement. C'est extrêmement dispendieux. Donc, j'espère qu'on ne se sera pas cassé la gueule à ce niveau-là parce qu'il n'y a aucune raison que le centre Canadian Tire ne soit pas rempli pour les matchs du Canada. Et s'il ne l'est pas, ben, c'est parce qu'on a vu trop gros au niveau de Hockey Canada et qu'on a voulu aller chercher plus de fonds dans des années qui sont troubles pour le Canada, on va se le dire. Là. Mais c'est dommage parce qu'au Canada, on reçoit le tournoi année après année. Il faut que ce soit plein pour les matchs du Canada et je ne trouve pas qu'on a mis tout dans très peu de pubs aussi. Là. Il y a peu de gens qui savaient que le tournoi, c'était à Ottawa. Je pense on a erré là-dessus. Donc, au niveau de la communication, de l'accessibilité pour ce tournoi-là, c'est dommage, c'est à Ottawa, c'est pas loin du Québec. Donc, peut-être que finalement, les gens seront au rendez-vous, mais d'un point de vue un petit peu plus extérieur, j'ai l'impression on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à vraiment capitaliser le fait qu'on avait le tournoi ici. Là. Ouais, puis tu sais, j'abonde clairement dans ton sens. Tu sais, niveau marketing, c'est là que tu vas scorer. Tu sais. Absolument. Mais c'est un peu gênant d'avoir un marketing quand tu as des billets exorbitants comme ça. Tu sais. Exactement. Puis, mais il faut juste se rappeler une chose, les enjeux du Canadian Tire Center pour les sénateurs d'Ottawa seront les mêmes pour ce tournoi-là. Ah, absolument. Fait que, tu sais, le fait que ce soit pas proche du centre-ville, tu sais, c'est tous des enjeux que pour une équipe de la Ligue nationale, ben, ça va être la même chose pour un tournoi comme ça. Fait que je m'attends avec toutes ces variables-là, je m'attends à ce que justement on soit peut-être un petit peu déçu du rendement de la foule pour ce tournoi-là. Ça serait dommage parce qu'on a vu des éditions passées au Canada où c'était complètement la folie. Là. Euh, Exact. je te remercie beaucoup, Mathieu, de vraiment ton expertise. Une autre belle participation au temps d'arrêt. J'adore. J'avais hâte de faire cet épisode-là. Yes. Les gens ne le savaient pas. Ça faisait plusieurs jours qu'on était supposé le faire. Pascal était Ah supposé être ouais. avec nous. Plusieurs embûches, mais j'ai tellement hâte, tellement content de faire cet épisode-là. Ça a été plaisant de me préparer pour cette couverture-là. J'encourage les gens aussi à suivre tout sur le hockey durant la période, principale, pendant la période des fêtes. L'année passée, on avait offert quand même une couverture assez complète, jour par jour, des matchs qui étaient offerts. À moins d'une grande surprise, ça risque d'être le cas encore une fois cette année. Donc, l'équipe de Tout sur le hockey sera au rendez-vous pour vous offrir des résumés vraiment hebdomadaires de ce tournoi qui est vraiment passionnant à suivre. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on est plusieurs sur le site. Tu sais, ben, il y a toi, Étienne, qui suit beaucoup ça. Il y a Simon de Rome également qui Ouais, suit beaucoup ça. Pascal et moi, on le suit.
tu sais, moi, je le suis par. Souvent, ce tournoi-là, je le suis par passion. Tu sais, Ouais, exact. je retire pas nécessairement de profil ou de quoi de même, mais là, j'ai une longue chronique prévue le 3 janvier à Boulevard. Fait que va falloir que je me prenne des notes là, cette fois-là pour le tournoi. Max, il va t'attendre Non, prêt. c'est pas Là, avec Max. C'est OK. pas avec Max cette fois-là. Non, c'est dans une émission spéciale du temps des fêtes. Là. Max, je pense qu'il est en vacances. OK. Fait que c'est ça. Cette année, il faut que je me prenne des notes pendant le tournoi. Fait que je vais probablement contribuer à faire des textes. Ça va me permettre justement de faire des notes. Déniche-nous quelques pépites là, qu'on va apprendre à connaître et à apprécier. C'est ça le tournoi mondial junior. C'est un contexte qui est familial, qui est festif. Quand le Canada va bien, c'est sûr, c'est encore plus beau, mais reste que justement, c'est la découverte de jeunes joueurs qu'on va possiblement voir dans la LNH, mais peut-être pas non plus. On va apprendre à vibrer quelques jours pour ces joueurs-là. Donc, regarder un match Allemagne-Lettonie, de prime abord, ça peut avoir l'air un peu ordinaire. On peut y trouver son compte totalement et c'est la beauté du championnat mondial junior. Donc, je veux premièrement te remercier personnellement d'avoir fait des pieds et des mains pour être là aujourd'hui. J'apprécie grandement. On s'est parlé à quatre reprises cette année. J'apprécie beaucoup ta belle participation cette année. Toujours très, très agréable de te parler au podcast. J'aimerais remercier aussi les gens d'avoir été présents beaucoup au rendez-vous cette année. Des petits changements intéressants au cours de l'année pour tout sur le hockey. Oui, pour tout sur le hockey, mais pour le temps d'arrêt, mes deux chapeaux. Mais vraiment, merci à tous les gens avoir été présents cette année de manière très régulière au temps d'arrêt. J'apprécie beaucoup. Puis je vais souhaiter à tout le monde et à toi, Mathieu, aussi, à tous nos auditeurs, un excellent temps des fêtes. Là. Ben, merci beaucoup, Étienne. À toi aussi. C'est toujours un plaisir de venir sur le podcast. Puis bien content que les auditeurs et toi-même apprécient le tout. Fait que moi aussi, je vais renvoyer les souhaits de joyeuses fêtes à tes auditeurs, Étienne, et à toi-même avec la petite famille et tout. Fait que Merci beaucoup, prenez soin de vous j'apprécie. autres. Yes. Bon temps des fêtes à tous. Bon tournoi du championnat mondial junior. Et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.